Alors cette capsule, qui nous intéresse maintenant, est relative à l'examen clinique du patient victime de vertige. Alors, cette capsule a pour prérequis la capsule vertige test clinique, hein, qu'il vaudrait mieux voir avant pour pouvoir mieux comprendre donc son contenu. Et vous pouvez aussi mettre cette capsule en lien avec d'autres éléments comme les tests et examens neurologiques centraux, les facteurs circonstanciels et les drapeaux rouges, etc., etc. L'objectif sera d'utiliser une démarche clinique logique pour appréhender de façon efficace une personne consultant suite à une problématique de vertige. L'examen va commencer par un interrogatoire de cette personne donc vertigineuse. Donc vous lui demanderez son âge, si elle a une profession qui est à risque. On entend par risque pour la profession, par exemple la profession de plongeur, de pilote ou de conducteur d'engin. On peut avoir des antécédents qui peuvent être graves, avec une destruction labyrinthique ou des commotions labyrinthiques, ou des antécédents plus bénins, comme des vertiges positionnels paroxystiques bénins, ou VPPB. Comme antécédents otologiques, donc directement au niveau de l'oreille, il peut avoir par exemple une labyrinthite infectieuse, des otites à répétition qui peuvent donner un cholestéatome, des antécédents auditifs avec la maladie de Ménière qui donne une perte progressive de l'audition dans une seule oreille ainsi que des acouphènes. Vous pouvez être aussi évidemment migraineux. Vous pouvez avoir donc des troubles circulatoires avec un accident vasculaire cérébral, une insuffisance vertébro-basilaire, des troubles métaboliques comme le diabète avec des hypoglycémies. Vous pouvez aussi avoir voilà, de l'arthrose qui donne, comme on l'a vu tout à l'heure, aussi une insuffisance vertébro-basilaire. Ensuite, dans les interrogatoires du vertige, qu'il est important à noter, cela va être par exemple les modes d'apparition. Donc est-ce un mode qui est récurrent, qui pourrait être par exemple comme la maladie de Ménière ou le VPPB ou les migraines. Ça peut être aussi d'apparition brutale, comme une neuronite vestibulaire ou un AVC. Ça peut être paroxystique, avec un VPPB, ou progressif, une tumeur dont le neurinome. Il peut y avoir des auras, comme dans la maladie de Ménière ou pour les migraines. Ensuite, il faudra noter la durée. Alors, la durée va s'exprimer en minutes pour un VPPB, en heures pour une maladie de Ménière, et en jours, par exemple, pour une neuronite. Les circonstances d'apparition. Alors, il peut très bien y en avoir aucune, ou elle peut être déclenchée par le mouvement. Donc, il faudra évidemment savoir quel type de mouvement est concerné. Le VPPV, par exemple, c'est la rotation de la tête. On peut aussi avoir une hypotension orthostatique, passage donc couché à debout. Ça peut être aggravé par le mouvement, comme dans la neuronite vestibulaire ou la maladie de Ménière. On peut avoir des signes auditifs associés, l'hypoacousie, qu'on retrouve dans le neurinome et Ménière, comme vous pouvez le voir, comme pour l'acouphène d'ailleurs. Alors, les signes neurovégétatifs et généraux qu'on retrouve fréquemment donc, seront la nausée, vomissement, la fièvre, une altération de l'état général. On peut aussi avoir des pertes de connaissance et des blessures, évidemment, avec par exemple un malaise hypoglycémiant, une hypotension orthostatique. Il peut y avoir aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas forcément de perte de connaissance dans les vertige labyrinthique. On peut avoir donc dans les douleurs associées des céphalées simples avec aura qu'on retrouve dans les migraines ou des céphalées violentes qui pourraient être donc avec des vomissements, une photophobie, on ne supporte pas la lumière, notamment dans les cas de méningisme. Dans les signes neurologiques associés, on va retrouver la CEP, les AVC, les processus expansifs, le syndrome de Wallenberg, par exemple. Donc on va voir donc avec les pertes crâniennes, l'olfaction, la vision, la diplopie, est-ce que l'on a une anesthésie de la face, des troubles de la mastication, une paralysie faciale, des parésies de l'épaule et du cou, une dysphagie, une agueusie, une dysphonie. Voilà, donc tout ça va pouvoir être aussi comme signe neurologique associé
On peut aussi avoir donc un déficit de motricité, un déficit de sensibilité tactile, de sensibilité proprioceptive, des troubles de la coordination. L'évolution. Alors, l'évolution, en ce qui concerne la récupération de ces vertiges, ce sera le cas de la neuronite vestibulaire. On peut avoir des séquelles auditives dans le cadre de la maladie de Ménière. Donc là, on va pouvoir après ensuite réaliser l'examen clinique. Alors, l'examen clinique peut donc débuter par un examen de la marche, par exemple. Donc là, on va pouvoir examiner les différentes marches. La marche labyrinthique, par exemple, ce serait une déviation unilatérale sous forme d'embardée, ce qu'on appelle une marche festonnante. On peut avoir des marches neurologiques, alors avec des troubles de la motricité qui vont donner un steppage, le pied qui ne se relève pas, qui est balancé vers l'avant. On peut avoir des dérobements au niveau du membre inférieur. La spasticité d'un membre inférieur va réclamer un fauchage sur le côté. Des troubles de la coordination aussi, avec une démarche qu'on dit ébrieuse. Des troubles proprioceptifs, de la proprioception avec un talonnage, c'est le talon qui vient taper directement le sol, le membre inférieur étant mal contrôlé. En ce qui concerne la marche du sujet âgé, eh bien, la dégénérescence locomotrice globale va donner une marche qui va donner des aspects neurologiques, rhumatologiques, avec des troubles sensoriels. On a aussi la marche qu'il ne faut pas oublier, qui est la marche hystérique, qui peut donner des tableaux qui ne sont pas caractéristiques et qui peuvent mettre en évidence des troubles qui appartiennent aux différents champs élaborés tout à l'heure. Donc il faudra recouper avec un examen clinique très très précis pour pouvoir l'identifier. Ensuite, donc, dans cet examen labyrinthique, il faudra réaliser donc, les examens que vous aviez vus dans une précédente capsule, avec l'épreuve de Romberg, l'épreuve de Fukuda, l'épreuve de déviation des index. On appréciera s'il y a un nystagmus spontané ou un nystagmus provoqué par la manœuvre donc, de Dice-Alpic. En ce qui concerne l'examen neurologique va donc consister à identifier quelles sont les paires crâniennes qui pourraient être atteintes. Donc vous pouvez regarder la capsule qui se réfère à ce domaine-là. Vous pourrez examiner aussi s'il y a au niveau du cervelet une atteinte particulière avec une ataxie par exemple cérébelleuse, des troubles donc, comme l'adiadococinésie, des problèmes de dysmétrie, on rate la cible, ou un tremblement qui serait donc typique du cervelet. Les signes pyramidaux seront aussi à rechercher, ainsi que les signes extra-pyramidaux, ou d'autres signes neurologiques, comme par exemple le signe de Claude-Bernard, Horner. Alors, quatre possibilités de résultats. Alors, la première, c'est que le vertige n'est certainement pas en relation avec une pathologie labyrinthique. Donc, là, l'interrogatoire vous donnera des éléments. Il y aura peut-être eu une perte de connaissance, il y aura peut-être eu une blessure qui pourrait être l'origine de ce vertige. Dans ces cas-là, la conduite ostéopathique dépendra de votre diagnostic d'opportunité et vous veillerez à ce que les informations médicales que vous aurez recueillies donc, dans l'anamnèse et l'examen clinique vous permettent de réorienter ou pas donc, votre patient. Deuxième possibilité, le vertige est peut-être en relation avec une pathologie labyrinthique. Alors, dans ces cas-là, on va donc on peut avoir des douleurs de type, par exemple, méningisme. On va avoir des signes neurologiques, on peut avoir un examen labyrinthique qui va être disharmonieux, un nystagmus qui peut être changeant ou alors vertical. On peut donc dans ces cas-là, comme conduite ostéopathique, évidemment envisager de ne pas traiter notre patient, voire même appeler le 15 directement en fonction de la gravité des éléments que vous aurez recueillis et qui vous permettra d'établir votre diagnostic d'opportunité. Le vertige, troisième possibilité, est certainement en relation avec une pathologie labyrinthique. Dans ces cas-là, on n'aura pas eu de perte de connaissance, on n'aura pas de signes neurologiques, on aura donc peut-être des signes cochléaires qui vont être associés. L'examen labyrinthique, lui, sera harmonieux.
Donc comme conduite ostéopathique, on pourra traiter le patient si globalement ce tableau-là est ce qu'on appelle à l'épreuve du temps, hein, ou si entre les crises, le tableau est typique par exemple d'un VPPB. Dans le cas contraire, si on pense à une neuronite, hein, il faudra donc appeler le médecin, un orinome, ou sur des choses qui seraient peut-être atypiques ou des premières crises de Ménière, hein, il ne faudra pas traiter son patient. Quatrième élément, le vertige est peut-être dû à un problème labyrinthique, mais à minima. Alors, même en l'absence de signes à l'examen clinique, les troubles peuvent être fugaces, hein, et le patient peut être dans une phase bien compensée. Donc, il peut y avoir la nécessité d'examens dans des conditions qui pourraient être optimum, hein, des examens médicaux. On peut, par exemple, on pourra proposer aux patients une vidéo, une nystagmoscopie pour évaluer donc ces éléments de vertige. On pourra voir si les symptômes et les signes perdurent aussi à l'épreuve du temps. Alors, on peut se demander si il n'y a pas un problème labyrinthique à minima aussi, s'il n'y a aucun élément organique, hein, que l'on retrouve. Donc, pas d'éléments neurologiques, pas d'éléments rhumatologiques, ni métaboliques, ni traumatiques, ni généraux. Donc, tout ça qui ont été recueillis dans le cadre de la démarche du diagnostic d'opportunité. Alors, la conduite ostéopathique, donc on pourra traiter à ce moment-là son patient, car le tableau, tout simplement, est celui d'une pathologie qui semble fonctionnelle.